Bonjour à tous. Alors, je fais un essai sur une nouvelle série de vidéos. C'est une sorte de un livre un jour, si je puis dire, où je vais vous parler des livres qui ont le plus impacté ma vie. Quand je dis impacté, ça veut pas dire qu'ils l'ont changé, mais ça veut dire que j'ai pris ce qu'il y a dans ces livres, j'ai appliqué dans la vie, j'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et je vais partager ça avec vous. Alors à une époque, je lisais énormément de livres. Il y a des gens qui conseillent de lire un livre par semaine. Moi, j'en lisais entre un et deux par jour, donc j'ai lu un sacré paquet de livres. Et donc, si d'ailleurs vous êtes intéressé par un livre en particulier que j'ai peut-être lu ou pas lu, je sais lire très très vite dans tous les cas. Et vous pouvez me demander un avis comme ça sur un livre. Et pour commencer, en fait, je vais vous parler du premier livre que j'ai lu sur la bourse. Alors, d'ailleurs, moi, quand je m'intéresse à un sujet, ce que je fais, c'est que je me documente sur le sujet au départ, avant de prendre une décision. Et donc, avant, bon, quand j'ai commencé la bourse, il n'y avait pas Internet, malheureusement. Ou alors il y avait Internet aux États-Unis, mais moi je n'étais pas au courant qu'il y avait Internet en tout cas. Et du coup, je suis allé à la Fnac. Et le premier livre sur lequel je tombe dans la section bourse, c'était Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse? Franchement, c'est un beau titre ça. Donc je l'ai acheté tout de suite. C'était écrit par quelqu'un qui s'appelle Peter Lynch, un des meilleurs gérants professionnels de l'histoire. Bon, à l'époque où j'ai lu le livre, il était à la retraite, donc je pouvais pas lui confier mon argent, mais je me suis dit, OK, ça c'est un mec qui a fait du 30% par an pendant une longue période, je vais voir ce qu'il a fait. Et je lis ce livre, putain, je m'amuse, c'est trop drôle, la bourse, ça devient vivant. Alors, j'avais déjà eu connaissance des lettres de Warren Buffett, mais là, je veux dire, c'est une autre dimension. Le type est drôle, et il y a de l'humour partout, et il dit que des évidences, en fait. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est un super bouquin, vraiment. Parce qu'en gros, ce que dit Peter Lynch, c'est investissez dans de bonnes boîtes que vous connaissez bien quand elles sont pas chères. En gros, il dit ça, quoi. Donc, moi, je me suis dit, ouais, c'est trop cool, je vais faire de la bourse, c'est sûr. Voilà, donc ça m'a vraiment donné envie de faire de la bourse. Ce livre, pour un débutant, c'est un chef-d'œuvre. Alors, après, en ayant expérimenté, en fait, toutes les techniques qui étaient décrites par Peter Lynch pour investir en bourse, je peux vous donner en fait les deux meilleurs pour les débutants. Les autres sont moins bonnes et je peux vous expliquer pourquoi aussi. Alors, les deux meilleurs, c'est prendre des sociétés que vous connaissez qui sont en forte croissance quand elles sont pas chères. Voilà, parce que là, à la fois, vous bénéficiez de la croissance de la société et du faible prix. Vous avez un double discount, si je puis dire, une double opportunité à la fois de profiter de la croissance de l'entreprise, de profiter du prix bas de l'entreprise. Et donc, franchement, cette méthode est détonnante d'efficacité. Quand j'ai appliqué cette méthode, je n'ai jamais perdu d'argent et j'ai toujours gagné énormément d'argent par rapport au temps passé, surtout parce que quand vous avez une entreprise qui croît très longtemps comme ça, c'est trop cool, vous n'avez rien à faire, vous attendez et c'est génial. Donc ça, c'est des entreprises comme ça va être des choses comme Apple par le passé. Bon, là, Apple ne croît plus très vite, malheureusement, hein. Ça va être Alphabet, des choses de ce genre-là, quoi. Bon, Alphabet, c'est Google, hein, voilà. Choses de ce genre-là. Je veux dire, on savait tous que ça avait de la croissance, Microsoft aussi. Voilà, il y a plein d'entreprises qui avaient de la forte croissance. Et je parle bien de croissance des bénéfices, parce que Peter Lynch parlait des entreprises bénéficiaires et à croissance rentable. Alors, je trouve justement que ce point n'est pas bien expliqué dans son livre. Je sais pas pourquoi, mais ça, j'ai dû du coup l'analyser par moi-même et poser ce cadre de travail de croissance rentable par moi-même, mesurer les rentabilités de la croissance, des choses comme ça. Mais ça, c'est assez facile à compléter en fait si vous lisez Warren Buffett en même temps que Peter Lynch et que vous combinez les deux sur cette méthode, ça donne un cocktail totalement détonnant. Également, une autre stratégie qui est très très bien et qu'on trouve uniquement chez Peter Lynch, c'est d'investir dans les entreprises cycliques lorsqu'elles sont pas chères en bas de cycle.
en analysant correctement ces sociétés. Alors là aussi, il y a un truc qu'il dit pas bien, je trouve, dans le bouquin. Il n'est pas assez insistant là-dessus. Je pense qu'il le sait évidemment. Il faut prendre là aussi des entreprises cycliques de grande qualité pour bénéficier à la fois de leur potentiel de croissance, de leur rentabilité sur le cycle, les deux en même temps, et bien sûr avec un prix bas. Ça, il le dit bien. Voilà, donc ça, c'est les deux meilleures stratégies pour gagner beaucoup d'argent en bourse. Les autres stratégies qu'elle donne, en les ayant testées, sont moins efficaces, mais en fait, elles sont moins efficaces par design. Je m'en étais simplement pas assez bien rendu compte. Il dit, il y a les gisements d'actifs. Alors ça, c'est des actifs que vous achetez. Ça peut être des biens immobiliers, des terrains, peu importe quoi, hein. Des actifs que vous achetez à un prix bradé. Donc, il appelle ça les gisements d'actifs. Le truc avec les gisements d'actifs, c'est qu'il faut regarder combien les actifs rapportent parce que soit en fait on va monnayer les actifs et dans ce cas on a de la chance de pouvoir réaliser la vraie valeur des actifs, soit la société ne va jamais les monnayer et dans ce cas si l'exploitation des actifs n'est pas extrêmement rentable, bah, votre investissement c'est pareil, il va pas être extrêmement rentable. Donc sur les gisements d'actifs, il faut faire super gaffe. Les meilleurs gisements d'actifs sont les gisements d'actifs à croissance rentable. Et dans ce cas, on arrive à nouveau sur les deux premiers cas de figure, parce que soit vous aurez une société cyclique de qualité, soit une société simplement en croissance rentable, mais avec des gisements d'actifs. Donc, dans ce cas-là, en fait, on revient dans les deux premiers cas, et dans les autres cas, en fait, les gisements d'actifs n'ont pas vraiment d'intérêt, sauf quand on est sûr qu'il y aura une offre de rachat dessus. Et ça, c'est dur d'en être sûr, en fait. Donc, je dirais, dans ce cas-là, le gisement d'actifs n'a pas énormément d'intérêt. Également, voilà, je peux vous donner l'exemple de Tejon Ranch aux États-Unis. Je pense que ça a toujours des cotés d'un facteur au moins 3 jusqu'à peut-être 10 même sur la valeur de ces actifs, qui sont des terrains aux US, mais la rentabilité qu'on arrive à réaliser pour l'instant sur ces terrains n'est pas extraordinaire. Et donc, un actionnaire de Tejon Ranch n'aurait absolument rien gagné en attendant sur le long terme, ou si peu s'il a acheté au bon moment, quoi, hein. Voilà, donc je mets en garde contre ça. Après, il y a la stratégie des piliers. Alors les piliers, c'est des sociétés qui sont solides à croissance lente. Moi, je dirais que c'est une stratégie qui est intéressante, évidemment, si on est déjà milliardaire. Mais si on n'est pas milliardaire, pourquoi ne pas prendre simplement des sociétés qui sont leaders et à croissance rapide? Donc la stratégie des piliers, quand on débute en bourse, n'a pour moi strictement aucun intérêt. Et d'ailleurs, je n'ai jamais investi dans des piliers. Les fois où j'ai eu envie de le faire, j'ai un- ouais, j'ai pas regretté de pas avoir investi parce que les performances auraient été minables en fait, hein. Ensuite, voilà, il y a encore quelques autres stratégies qui présentent comme le redressement d'entreprise. Alors, le redressement, bah, ça peut être hyper risqué parce que soit ça marche pas. Et Warren Buffett vous dit en fait la plupart des redressements ne marchent pas. Le redressement qui marche, en fait, c'est généralement une société qui a un problème temporaire, qui n'est pas un problème permanent. Et dans ce cas, en fait, c'est simplement une société qui était en croissance et qui a eu un ralentissement temporaire de sa croissance. Donc en fait, on retombe dans une autre catégorie. Et sur les sociétés en redressement, le seul cas où ça peut être intéressant, ça j'ai fait, ce sont les sorties de banqueroute où en fait les euh, prêteurs, les créanciers ont repris la société. La société est proposée pour pas cher en bourse et dans ce cas-là, en fait, soit en vous mettant en tant que prêteur avant la sortie de banqueroute, soit en achetant les actions à la sortie de la banqueroute, vous avez une chance de faire du bon rendement. Mais vous le ferez uniquement si la société, en fait, structurellement, c'était une bonne boîte avec une bonne dynamique de croissance, une boîte bien rentable, mais le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait de la dette dessus. Si le seul problème qu'il y avait, c'était pas celui-là, le travail de redressement à faire étant énorme, en fait, on n'arrive jamais à avoir de très gros rendements sur ce type
de société. Par exemple, voilà, moi j'avais fait un bon rendement avec des warrants General Motors, mais heureusement qu'à un moment je me suis rendu compte qu'il fallait les larguer parce que la société ne se redressait plus assez vite une fois qu'elle est revenue à son potentiel de profit normalisé. Et si j'avais conservé cet investissement, j'aurais pas eu de rendement dessus. Voilà. Et on avait fait pareil avec AIG, où très rapidement on avait fait x6 en utilisant des warrants à long terme. Mais si on les avait gardés, en fait, c'est même pas sûr qu'on aurait gagné de l'argent. Voilà. Donc, faut faire attention à ça. Les redressements, c'est pas un truc très reposant. Aller vraiment sur les redressements uniquement s'il y a un problème de dette sur la société, mais que la société structurellement n'avait pas de problème. Par exemple, on a récemment parlé à l'investisseur français de la société Valaris, qui a un investissement qui, pour ceux qui l'ont fait, a extrêmement bien fonctionné, puisque la société Valaris, dans son secteur, elle est leader absolu. Mais ils avaient un problème de dette. Alors, c'est pas un super business, Valaris, hein. Là, c'est de la location de plateformes pétrolières, mais ils sont quand même leaders sur ce segment et c'était les derniers à déposer le bilan après des forages qui ont nettement ralenti pendant 5 ans parce que le pétrole cotait en dessous de son coût d'extraction en haute mer, tout simplement. Là, ce problème n'étant plus présent, la société Valaris a pu sortir de banqueroute et se redresser assez vite. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce qu'il y a d'essentiel dans le bouquin de Peter Lynch. Si vous avez envie de le lire pour vous amuser, bah, vraiment, je vous dis, pour les débutants, c'est sans doute le meilleur bouquin en bourse. Mais sinon, je pense que là, je vous ai résumé le bouquin et je vous ai donné les meilleures stratégies, à mon sens, dans ce bouquin de Peter Lynch, ce qui peut vous faire gagner énormément de temps puisque vous allez tout de suite vous orienter vers les meilleures stratégies et obtenir la meilleure réussite. Voilà, bien. Évidemment, si vous avez besoin d'aide pour vous orienter sur ce type de stratégie, parce que peut-être vous êtes débutant, vous savez pas les appliquer, dans ce cas, je vous invite très gentiment à vous inscrire à une masterclass juste en dessous de cette vidéo, une masterclass où je vous montrerai sur des exemples concrets comment on monte une stratégie rentable en bourse avec des exemples concrets sur deux stratégies qui sont particulièrement accessibles aux débutants. Donc, si vous voulez voir ça, vous inscrivez simplement dans la masterclass, juste en bas de cette vidéo, juste au-dessus des commentaires, et je vous y retrouverai avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.